Ils ont créé l'écriture, inventé la roue, conçu les premières lois et bâti les premières villes. Pourtant, leur nom reste dans l'ombre des grandes civilisations antiques. En 4500 avant notre ère, alors que l'Europe dormait encore dans les brumes de la préhistoire, un peuple extraordinaire posait les fondations de tout ce qui définit notre monde moderne dans les plaines fertiles entre le Tigre et l'Euphrate. Les Sumériens, premiers rois de Mésopotamie dans l'actuel Irak, n'étaient pas simplement une civilisation parmi d'autres. Ils étaient la civilisation originelle, celle qui a tout changé. Mais voici le mystère qui défie les archéologues depuis des décennies. Comment expliquer qu'un peuple parlant une langue sans aucun lien avec ses voisins soit apparu soudainement, avec des technologies révolutionnaires, des mathématiques avancées et une cosmologie complexe ? D'où venaient réellement les Sumériens ? Et pourquoi leur héritage a-t-il été effacé de notre mémoire collective ? Les innovations révolutionnaires sumériennes. En 1840, des archéologues découvrent d'étranges collines artificielles dans le désert irakien. Ces tels n'étaient autres que les vestiges de cités sumériennes ensevelies sous des millénaires de reconstruction et d'oubli. Ce qu'ils ont mis au jour défie l'entendement. Vers 3600 avant notre ère, les Sumériens inventent l'écriture à Uruk. Pas de progression lente, pas d'évolution graduelle, une invention révolutionnaire qui apparaît presque instantanément dans sa forme complexe. Leur système d'écriture, d'abord composé de plus de 500 pictogrammes, évolue rapidement vers l'écriture cunéiforme. Cette innovation ne servait pas à transcrire des poèmes ou des histoires, mais à quelque chose de bien plus pragmatique, la comptabilité et les registres commerciaux. Le terme cunéiforme dérive du latin cuneus, signifiant « en forme de coin », en référence à l'apparence caractéristique de cette écriture. Pour créer ces symboles, les scribes sumériens utilisaient un stylet pour imprimer des marques cunéiformes dans des tablettes d'argile molle. Cette écriture a rapidement évolué pour servir des fonctions bien plus larges. Les tablettes d'argile ont commencé à enregistrer des cartes, des lois, des manuels médicaux et des récits religieux, transformant radicalement la capacité humaine à préserver et à transmettre le savoir. L'écriture sumérienne a connu une évolution fascinante. À l'origine composée de pictogrammes organisés en colonnes verticales, elle s'est transformée lorsque le stylet cunéiforme a été créé, permettant d'écrire en rangées horizontales. Cette méthode, bien plus efficace que la gravure de symboles dans l'argile avec un roseau taillé, a permis au cunéiforme de se répandre à travers tout le Moyen-Orient. L'un des chefs-d'œuvre littéraires les plus célèbres issus de cette écriture est l'épopée de Gilgamesh. Ce poème épique, datant approximativement de 2100 avant notre ère durant la troisième dynastie d'Ur, constitue l'un des plus anciens récits littéraires connus. Les Sumériens ont révolutionné également l'organisation sociale humaine en créant le concept même de ville. Leurs cités-États, comme Uruk, Ur et Lagash, qui émergent vers 3500 avant notre ère, représentent les premiers exemples d'urbanisation complexe et planifiée dans l'histoire connue. Ces centres urbains étaient remarquables par leur planification sophistiquée, avec des rues bien définies, des quartiers résidentiels distincts et des ziggourats monumentales au centre. Chaque cité-État fonctionnait comme une entité indépendante avec son propre système de gouvernance, ses institutions religieuses et ses structures économiques. Au cœur de chaque cité s'élevait une ziggourate, structure monumentale en gradins qui servait à la fois de temple et de centre communautaire. La plus célèbre, la ziggourate d'Ur, témoigne encore aujourd'hui de la prouesse architecturale sumérienne. Ces structures imposantes n'étaient pas de simples bâtiments, mais de véritables montagnes artificielles, érigées pour le culte des dieux, élevant symboliquement les prêtres vers le ciel. La ziggourate de Ur, dédiée à Nana, aussi connue sous le nom de Sin,
le dieu lunaire et divinité tutélaire de la cité, s'élevait majestueusement au-dessus de la plaine environnante. Construite en briques d'argile séchées au soleil, elle comportait un escalier central montant du sol jusqu'au niveau supérieur, complété par 2 escaliers latéraux symétriques descendant de part et d'autre de la façade. Cette conception permettait des processions rituelles impressionnantes où l'on montait par l'escalier central, passait sous une arche, puis accédait au 2e niveau avant d'entrer dans le temple situé sur une 3e plateforme surélevée. Dans les mathématiques, les Sumériens ont développé un système numérique sexagésimal basé sur le nombre 60 qui influence encore notre quotidien. Contrairement à notre système décimal moderne fondé sur la base 10, ce système facilitait le calcul et l'enregistrement de nombres exceptionnellement grands ou petits. Cette innovation mathématique a des répercussions directes sur notre vie quotidienne. Les 60 minutes dans une heure, les 60 secondes dans une minute et les 360 degrés d'un cercle sont tous des héritages directs du système numérique sumérien. En astronomie, les Babyloniens, héritiers des Sumériens, ont développé une approche empirique révolutionnaire. Au cours des 8e et 7e siècles avant notre ère, ils ont commencé à étudier et à enregistrer méthodiquement leurs observations célestes, développant une logique interne dans leur système de prédiction planétaire. Cette contribution majeure à l'astronomie et à la philosophie des sciences est considérée par certains chercheurs modernes comme une véritable révolution scientifique. Pour tracer les mouvements planétaires, les Babyloniens utilisaient leur système sexagésimal, divisant le ciel de 360 degrés en 30 sections, attribuant 12 signes zodiacaux aux étoiles situées le long de l'écliptique. Cette division du ciel est à l'origine de notre zodiaque moderne. Par l'agriculture et l'irrigation, les Sumériens ont conquis le désert. La Mésopotamie, malgré sa fertilité potentielle, présentait un défi majeur, transformer des terres arides en terres cultivables. Les Sumériens ont relevé ce défi avec une ingéniosité remarquable, développant des techniques agricoles sophistiquées qui ont permis l'émergence des premières civilisations urbaines. Ils se concentraient principalement sur la culture des céréales, particulièrement l'orge, et l'élevage des moutons, mais cultivaient également des légumineuses et des palmiers dattiers dans le sud. Ces cultures diversifiées assuraient une alimentation variée et des surplus agricoles nécessaires au développement urbain. Le véritable génie des Sumériens résidait dans leur système d'irrigation complexe. Les tablettes de Marie, datant de la première moitié du XVIIIe siècle avant notre ère, nous offrent un aperçu détaillé de ces réseaux. L'eau était dérivée des fleuves vers des canaux principaux, qui alimentaient ensuite des canaux secondaires. Des vannes sur les côtés des canaux permettaient de réguler le niveau d'eau, tandis que des barrages servaient à stocker l'eau. La maintenance de ces systèmes d'irrigation nécessitait une organisation sociale impressionnante. Selon une lettre ancienne, le gouverneur du district de Terka a dû mobiliser près de 2000 hommes pour l'entretien d'un canal, et cette force s'est avérée insuffisante. Cette nécessité d'organiser collectivement le travail a probablement contribué au développement des structures administratives et politiques complexes qui caractérisent les cités sumériennes. L'héritage de ces innovations est incalculable. En inventant l'écriture, les Sumériens ont permis à l'humanité de préserver son histoire et d'accumuler des connaissances. Leurs avancées en urbanisme mathématique, astronomie et agriculture ont posé les fondements de notre civilisation moderne. Plus qu'une simple civilisation ancienne, Sumer représente la matrice originelle de notre monde contemporain. Leurs innovations, d'une sophistication stupéfiante pour l'époque, continuent d'influencer notre quotidien près de 6000 ans plus tard. Société et hiérarchie sumérienne. Dans les plaines fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, les Sumériens n'ont pas seulement bâti des villes, ils ont créé le premier modèle social hiérarchisé de l'histoire humaine.
un modèle si puissant qu'il résonne encore dans nos structures sociales contemporaines, comme un écho venu du fond des âges. La société sumérienne était rigoureusement stratifiée en 4 classes distinctes, chacune avec ses privilèges et ses limitations. Au sommet trônait l'élite dirigeante, les nobles, comprenant le roi prêtre, l'Ugal, les prêtres des temples, les hauts fonctionnaires et les grands propriétaires terriens. Ces derniers vivaient dans des demeures luxueuses à 2 étages aux murs de terre blanchis à la chaux, situés stratégiquement au centre des cités. Le roi prêtre occupait la position suprême, incarnant à la fois l'autorité religieuse et politique. En dessous se trouvaient les commoneurs, hommes libres, marchands, artisans et agriculteurs propriétaires de petites parcelles. Les artisans sumériens étaient particulièrement réputés pour leur maîtrise du travail des métaux. Ils façonnaient l'or, l'argent, l'étain, le plomb, le cuivre et le bronze avec une habileté stupéfiante, produisant aussi bien des armes pour l'armée que des outils agricoles ou des bijoux raffinés pour l'élite. Ces hommes libres constituaient l'épine dorsale économique de la société. La 3e strate, celle des clients, comprenait 3 sous-classes. Les administrateurs et scribes de rang intermédiaire, le personnel des temples et les dépendants de la noblesse. Ces individus, bien que n'appartenant pas à l'élite, jouissaient d'une certaine protection et de privilèges en échange de services rendus aux classes supérieures. Au bas de l'échelle sociale se trouvaient les esclaves, acquis soit comme prisonniers de guerre, soit par l'asservissement de débiteurs incapables de rembourser leurs dettes. Contrairement aux idées reçues, l'esclavage sumérien n'était pas toujours une condition permanente. Certains pouvaient racheter leur liberté. Ces esclaves vivaient dans les demeures de leurs maîtres et ne possédaient aucun bien propre. Cette stratification sociale n'était pas qu'une simple division. Elle était inscrite dans l'espace même des cités. L'élite occupait le centre, près des temples, tandis que les classes inférieures vivaient dans de modestes maisons de terre, à la périphérie. Cette organisation spatiale reflétait la cosmologie sumérienne elle-même, un ordre divin descendant du ciel vers la terre. Les temples étaient des centres nerveux d'une civilisation théocratique. Si les ziggourats dominaient physiquement le paysage urbain sumérien, les temples dominaient tout autant la vie quotidienne. Ces structures monumentales n'étaient pas de simples lieux de culte, mais de véritables institutions multifonctionnelles au cœur battant de la société. Les Sumériens concevaient leurs temples comme les véritables demeures terrestres de leur divinité. Chaque temple était littéralement la maison d'un dieu spécifique. Ces édifices imposants étaient construits sur des plateformes artificielles superposées qui, avec le temps, prirent la forme caractéristique des ziggourats. L'architecture même du temple reflétait une conception cosmologique précise. Le dieu résidait dans la cella, une pièce rectangulaire située au niveau supérieur, accessible par un escalier monumental. À l'intérieur de ces temples s'activait une véritable armée de personnel religieux. Les prêtres galas jouaient un rôle central dans les cérémonies, chantant des prières en dialecte émessal du sumérien lors des rituels. Mais le temple employait également des chanteurs, des musiciens, des danseurs et même des prostituées sacrées. Lors des festivals religieux, ces performances artistiques s'accompagnaient souvent d'acrobates et de jongleurs, créant de véritables spectacles rituels. Les temples sumériens servaient par ailleurs d'entrepôts centralisés pour les ressources alimentaires. On y stockait grains, bières, pain, olives, figues, fruits, légumes et poissons. Cette fonction économique cruciale faisait du temple un centre de redistribution et de sécurité alimentaire pour la communauté entière. Plus surprenant encore, les instruments de musique eux-mêmes étaient considérés comme des divinités mineures au sein des temples. Certains, comme l'instrument Ninijizibara, un type de lyre à Marie, recevaient même des sacrifices d'animaux comme les dieux. Lors de certains rituels, un taureau était amené au temple, des offrandes étaient faites au dieu Ea, divinité de la musique et de la sagesse,
Puis le taureau était sacrifié dans un cérémonial complexe impliquant des incantations et des hymnes accompagnés de hautbois, un instrument de musique à vent. L'épopée de Gilgamesh, le premier chef-d'œuvre littéraire de l'humanité, a vu le jour également dans le royaume de Sumer. Parmi toutes les contributions culturelles des Sumériens, l'épopée de Gilgamesh se dresse comme un monument littéraire sans égal, le premier grand récit de l'humanité, dont les échos résonnent encore dans notre littérature contemporaine. Gilgamesh n'était pas un personnage purement fictif. Il fut probablement un roi historique de la cité-État d'Uruk qui aurait régné au début de la période dynastique archaïque, vers 2900 à 2350 avant notre ère. Après sa mort, il fut divinisé et devint une figure majeure de la mythologie sumérienne pendant la troisième dynastie d'Ur, vers 2112 à 2004 avant Jésus-Christ. L'épopée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une compilation de récits plus anciens. 5 poèmes sumériens indépendants narrant les exploits de Gilgamesh ont été découverts, le plus ancien étant probablement Gilgamesh, Enkidu et le monde souterrain. Dans ce récit, Gilgamesh aide la déesse Inanna à chasser les créatures qui infestent son arbre Ulupu. En récompense, elle lui offre 2 objets mystérieux, un miku et un piku, qu'il perd par la suite. La version standard akkadienne de l'épopée de Gilgamesh, composée par un scribe nommé Sinleki Unini, peut-être durant la période babylonienne moyenne, vers 1600 à 1155 avant Jésus-Christ, raconte comment Gilgamesh, roi d'Uruk et demi-dieu doté d'une force surhumaine, se lie d'amitié avec l'homme sauvage Enkidu. Ensemble, ils accomplissent de nombreux exploits, notamment la défaite de Umbaba, ou Wawa en sumérien, et du taureau céleste envoyé par Ishtar, Inanna en sumérien, après que Gilgamesh a rejeté ses avances. Après la mort d'Enkidu, frappé par une maladie envoyée par les dieux, Gilgamesh, terrifié par sa propre mortalité, entreprend un voyage pour trouver l'immortalité. Il rend visite à Utnapishtim, le survivant du grand déluge, mais échoue aux épreuves qui lui sont imposées et retourne à Uruk, comprenant que l'immortalité est hors de sa portée. Ce récit épique, redécouvert dans la bibliothèque d'Assurbanipal en 1849, a provoqué une controverse considérable en raison de ses similitudes avec certains passages de la Bible hébraïque. Il est aujourd'hui reconnu comme une œuvre fondatrice, ayant influencé de nombreuses traditions littéraires ultérieures, particulièrement les épopées homériques. La première culture musicale documentée de l'histoire est remarquée également chez les Sumériens. La musique sumérienne représente un trésor culturel d'une valeur inestimable pour les musicologues. Elle constitue la plus ancienne culture musicale bien documentée de l'histoire humaine. Des preuves tangibles, instruments, représentations artistiques et documents écrits placent les Sumériens parmi les pionniers de l'art musical. La découverte d'un instrument à vent en os, datant du 5e millénaire avant notre ère, fournit la preuve la plus ancienne d'une culture musicale en Mésopotamie. Des représentations de musique et de musiciens apparaissent dès le 4e millénaire, et plus tard, dans la cité d'Uruk, les pictogrammes pour harpe et musiciens figurent parmi les premiers exemples connus d'écriture. La musique imprégnait tous les aspects de la vie sumérienne, tant religieux que séculiers. Les instruments sumériens comprenaient harpe, lyre, luth, flûte de roseau et tambour. Certains de ces instruments ont survécu jusqu'à nos jours, comme les célèbres lyres de Ur, considérés comme les plus anciens instruments à cordes conservés au monde, vieilles de plus de 4500 ans. Les musiciens occupaient une place privilégiée dans la société sumérienne. 2 types distincts de musiciens sont connus, les galas et les nars. Les musiciens galas, kalus en akkadien, étaient étroitement associés au rituel des temples et jouaient principalement de petits tambours, ubé en sumérien, apu en akkadien, de timbales, lili et de sistres ou cymbales, mèzé. Les musiciens nar, naru en akkadien, entretenaient des liens étroits avec la royauté. Le musicien en chef du palais dirigeait les performances musicales et formait les apprentis musiciens.
Dans le harem royal, qui comprenait les épouses, les concubines, les enfants et les serviteurs du roi, se trouvaient également de jeunes apprentis musiciens. La possession de musiciens était un signe de statut et ces artistes étaient échangés sur de longues distances, notamment comme cadeaux diplomatiques ou comme butin de guerre. La musique sumérienne n'était pas qu'un simple divertissement, elle accompagnait tous les moments importants de la vie sociale. Mariage, naissance dans les familles royales, récitations poétiques, cérémonies religieuses et festivals communautaires. Les musiciens étaient formés dans des écoles spécialisées et constituaient une classe professionnelle importante en Mésopotamie. Les Sumériens ont même développé un système élaboré de théorie musicale. Des sources cunéiformes révèlent un système ordonné d'échelles diatoniques, basé sur l'accordage d'instruments à cordes en quinte et quarte alternées. Les accords de quarte, quinte, tierce et sixte jouaient un rôle considérable dans cette musique. La société sumérienne, avec sa structure sociale sophistiquée, son système religieux complexe et ses contributions culturelles majeures, n'a pas simplement précédé les grandes civilisations. Elle a établi le modèle même sur lequel se sont construites toutes les sociétés complexes qui ont suivi. Comme un code génétique culturel transmis à travers les millénaires, l'héritage sumérien continue de façonner notre monde moderne, souvent à notre insu. Le mystère du déclin sumérien. La disparition de la première grande civilisation de l'histoire humaine demeure l'un des plus grands mystères archéologiques. Comment une société aussi avancée, qui avait inventé l'écriture, bâti des cités monumentales et créé des systèmes juridiques complexes, a-t-elle pu s'effondrer si rapidement ? Alors que les archéologues traditionnels proposent des explications conventionnelles, des théories alternatives offrent des perspectives fascinantes sur cette extinction culturelle. La malédiction écologique, quand la Terre se retourne contre ses maîtres. En 2193 avant notre ère, un phénomène dévastateur frappe la Mésopotamie. Les récoltes s'amenuisent brutalement. Les greniers se vident. La famine s'installe. Ce qui semblait être un paradis agricole se transforme en cauchemar écologique. Les analyses des sols mésopotamiens révèlent une vérité implacable. Après des siècles d'irrigation intensive, les terres sumériennes ont succombé à une salinisation catastrophique. L'eau d'irrigation, en s'évaporant sous le soleil brûlant, a progressivement déposé des sels minéraux qui ont empoisonné les terres autrefois fertiles. Les tablettes d'argile témoignent d'un changement dramatique, l'abandon progressif de la culture du blé, trop sensible au sel, au profit de l'orge plus résistante. Cette dégradation environnementale n'était pas une simple nuisance agricole, elle représentait une menace existentielle. Les rendements agricoles ont chuté inexorablement, entraînant malnutrition et maladies parmi la population. Entre 2100 et 1700 avant notre ère, on estime que près de 3/5 de la population de la région a disparu, un effondrement démographique catastrophique qui a bouleversé l'équilibre des pouvoirs régionaux. Mais certains chercheurs proposent une hypothèse plus audacieuse. Et si les Sumériens avaient tenté de manipuler génétiquement leur culture pour résister à la salinisation ? Des tablettes cunéiformes mentionnent des rituels mystérieux impliquant des semences et des eaux divines. Pourrait-il s'agir de tentatives primitives de modification des plantes qui auraient mal tourné, accélérant l'effondrement agricole au lieu de le prévenir ? La guerre des dieux, quand les cités déchirent à l'Empire. Alors que les terres s'épuisaient, la compétition pour les ressources s'intensifiait. Les cités-États sumériennes, autrefois unies par une culture commune, se sont retournées les unes contre les autres dans une lutte désespérée pour la survie. Les archives cunéiformes documentent des conflits incessants entre cités voisines. Umma et Lagash, distantes de seulement 40 km, se sont livrées à des guerres répétées.
Les cités de Ur, Uruk et Kish rivalisaient constamment pour la suprématie régionale. Ces guerres, bien que de petite échelle, ont progressivement affaibli l'ensemble de la civilisation sumérienne. La situation a atteint son paroxysme en 1742 avant notre ère, lorsqu'une véritable guerre civile a éclaté entre Babylone et les cités rebelles de Larsa et Uruk. Ce conflit, qui a duré 4 années sanglantes, a marqué le début de la fin pour la civilisation sumérienne. Bien que le roi babylonien Samsu-Iluna ait finalement vaincu les rebelles, sa victoire fut pyrrhique. L'infrastructure sociale et économique de la région était irrémédiablement brisée. Une théorie controversée suggère que ces conflits n'étaient pas simplement des guerres pour des ressources, mais des affrontements entre factions influencées par des entités extérieures. Les textes sumériens font référence à des dieux descendus des étoiles qui voyageaient dans des vaisseaux célestes. Certains chercheurs marginaux interprètent ces récits comme la preuve d'une intervention extraterrestre dans les affaires sumériennes, peut-être même d'une manipulation délibérée visant à provoquer des conflits entre cités. Le cataclysme, la terre tremble, le ciel s'assombrit. En 2193 avant notre ère, un événement cataclysmique secoue la Mésopotamie. Des tablettes sumériennes décrivent un grand orage qui hurle et des feux qui brûlent devant la tempête. Les populations fuient vers le nord, abandonnant les anciennes cités sumériennes. Des recherches géologiques récentes suggèrent qu'une sécheresse catastrophique de 200 à 300 ans a frappé la région il y a environ 4200 ans. Cette période correspond précisément au déclin de la civilisation sumérienne. Les carottes sédimentaires marines indiquent une augmentation de la poussière dans l'environnement, tandis que les niveaux d'eau ont chuté dans le lac Van en Turquie. À cette même période, 74% des établissements mésopotamiens ont été abandonnés et la zone peuplée a diminué de 93%. Mais une hypothèse plus spectaculaire émerge des recherches récentes. Et si ce changement climatique brutal avait été déclenché par l'impact d'un astéroïde? Des scientifiques comme Joachim Seifert et Frank Lemke proposent qu'un bolide cosmique s'est écrasé en Mésopotamie, provoquant un refroidissement global et une aridification généralisée. Selon leur analyse de tablettes sumériennes, cet impact aurait complètement éradiqué la cité impériale d'Akkad et endommagé à divers degrés toutes les autres villes sumériennes. Les récits sumériens semblent corroborer cette théorie. Des tablettes décrivent un bolide observé 15 jours avant l'impact, se désintégrant en plusieurs fragments avant de s'écraser dans les eaux peu profondes du golfe Persique. L'impact aurait instantanément vaporisé l'eau au contact des bolides chauffés à 2000 degrés Celsius, provoquant une intense illumination du ciel, un son d'impact massif et une vague de chaleur dévastatrice. L'effondrement social, quand les dieux abandonnent les hommes. La combinaison fatale de catastrophes environnementales, de guerres intestines et possiblement d'un impact d'astéroïdes a finalement brisé le tissu social sumérien. Les populations, affamées et terrorisées, ont perdu confiance en leurs dirigeants. Les lamentations sumériennes décrivent avec éloquence cette désintégration sociale. À Ur, à l'intérieur, c'est la mort, à l'extérieur, c'est la mort. À l'intérieur, nous succombons à la famine, à l'extérieur, nous sommes achevés par les lames élamites. Oh, ta cité, oh, ta maison, oh, ton peuple, le tumulte est descendu sur la terre. Finalement, en 2370 avant notre ère, l'empire akkadien du Nord a conquis un Sumer affaibli. Une théorie audacieuse propose que la société sumérienne était en réalité une expérience sociale délibérée, peut-être la première tentative d'ingénierie sociale à grande échelle de l'histoire humaine. La structure hiérarchique rigide, l'émergence soudaine de technologies avancées et la langue sumérienne, un isolat linguistique sans relation avec les langues environnantes, pourraient suggérer une origine extérieure ou une conception délibérée. Cette expérience aurait finalement échoué lorsque les contraintes environnementales ont dépassé les capacités d'adaptation de cette société artificielle.
Vers 1750 avant notre ère, suite à l'invasion des Élamites et à la migration des Amorites, la civilisation sumérienne s'éteint définitivement. Leur langue devient progressivement une langue littéraire, avant de disparaître complètement, tout comme le latin en Europe médiévale. Les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens adoptent et adaptent l'écriture cunéiforme, qui reste le principal système d'écriture de la région pendant des millénaires. Ainsi s'achève l'histoire de la première grande civilisation humaine, non pas dans la gloire, mais dans une lente agonie écologique, politique et sociale. Les Sumériens nous ont légué l'écriture, les lois, les villes et les mathématiques, mais peut-être aussi leur plus grande leçon. Même les civilisations les plus brillantes peuvent s'effondrer lorsqu'elles épuisent les ressources qui les soutiennent. L'héritage sumérien dans notre monde moderne. Lorsque vous regardez votre montre et que l'aiguille parcourt les 60 minutes d'une heure, vous êtes en communion directe avec les mathématiciens sumériens. Lorsque vous contemplez un cercle divisé en 360 degrés, c'est leur voix qui murmure à travers les millénaires. Notre civilisation moderne, si fière de ses avancées technologiques, repose sur les fondations invisibles posées par ce peuple mystérieux il y a plus de 6 millénaires. Le système sexagésimal sumérien, basé sur le nombre 60, n'était pas simplement une curiosité mathématique, mais un outil d'une sophistication remarquable qui a façonné notre perception même du temps et de l'espace. Leurs tables de calcul, leurs formules géométriques et leurs méthodes arithmétiques ont traversé les âges, influençant les Babyloniens, puis les Grecs, avant de parvenir jusqu'à nous. En astronomie, les Sumériens ont été les premiers à cartographier les étoiles en constellations, dont plusieurs survivent encore dans notre zodiaque. Ils ont observé et catalogué les mouvements des 5 planètes visibles, du Soleil et de la Lune, jetant les bases de notre compréhension du cosmos. Mais l'héritage sumérien va bien au-delà des mathématiques et de l'astronomie. Leurs cités-États, remarquablement planifiées avec leurs rues organisées en quadrillage et leurs quartiers distincts, préfigurent nos métropoles modernes. Leurs innovations en matière d'irrigation ont transformé des terres arides en jardins fertiles, nous enseignant comment dompter la nature sans la détruire. Pendant des millénaires, cette civilisation fondatrice est restée ensevelie sous les sables de l'Irak moderne, son nom effacé de la mémoire collective. Ce n'est qu'en 1849, lors des fouilles de Ninive, que Henry C. Rawlinson a identifié le sumérien parmi les tablettes d'argile découvertes dans les anciennes bibliothèques néo-assyriennes. Cette redécouverte a ouvert un chapitre fascinant de l'archéologie moderne. Aujourd'hui, l'Institut oriental de Chicago abrite plus de 6000 tablettes cunéiformes enregistrant le sumérien et l'akkadien, témoignage silencieux d'une civilisation qui a inventé la roue, l'écriture, des techniques agricoles sophistiquées, les bateaux à voile, les calendriers et les premières villes des 3500 avant notre ère. Chaque nouvelle découverte archéologique, chaque tablette déchiffrée nous rapproche un peu plus de ses ancêtres oubliés. Des chercheurs comme Otto Neugebauer ont consacré leur vie à l'étude des mathématiques sumériennes, révélant la sophistication stupéfiante de leurs méthodes. D'autres, comme Miguel Civil, ont forgé de nouveaux territoires dans la compréhension de leur langue, l'examinant avec les outils de la linguistique moderne. Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui a posé les fondements de tout ce que nous considérons comme civilisé, des lois écrites à l'urbanisme, des mathématiques à la littérature. Pourtant, leur disparition mystérieuse nous rappelle la fragilité de toute réalisation humaine. Alors que nous faisons face aux défis environnementaux, sociaux et politiques du XXIe siècle, l'histoire des Sumériens résonne comme un avertissement et une inspiration. Il nous montre à la fois les sommets que l'ingéniosité humaine peut atteindre et les abîmes dans lesquels elle peut sombrer lorsqu'elle néglige l'équilibre fragile entre progrès et durabilité.
Les Sumériens ne sont pas simplement une curiosité historique, ils sont le miroir dans lequel nous pouvons contempler notre propre avenir. Leur héritage n'est pas figé dans les vitrines des musées, mais vivant dans chaque aspect de notre quotidien, nous rappelant que nous sommes tous, en définitive, les enfants de Sumer.